Alors, dernière vidéo sur socialisme, communisme, syndicalisme en Allemagne à partir de 1918. Donc, petit contexte, au moment où l'Allemagne perd la guerre en novembre 18, ce que je vous ai expliqué à la fin de la vidéo précédente, eh bien, il faut simplement rappeler le contexte de fin de guerre qui est un peu complexe, et notamment depuis novembre 1917, un an auparavant, enfin octobre-novembre, l'un des belligérants, la Russie, membre de la Triple Entente, avait quitté le pouvoir suite à une révolution. Une révolution menée par un parti, le parti qu'on dit bolchevique. Alors en Russie, ce parti bolchevique, il est important car c'est un parti marxiste, lui aussi. Marxiste à tendance révolutionnaire. Vous savez, comme ces membres du SPD qui étaient pour la révolution et qui avaient notamment refusé pendant la Première Guerre mondiale de suivre l'empereur et son union sacrée. Ceux qu'on appelle les spartakistes sont très proches des bolcheviks. Les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie. D'ailleurs, quelques mois plus tard, le tsar russe est assassiné avec toute sa famille par les bolcheviks. Bolcheviks qui vont fonder un système qu'on va dire communiste pour mettre en commun tout, l'égalité totale. Vous savez bien que dans le système communiste, on a par exemple une nationalisation générale des terres, des usines, etc. C'est ce que veulent aussi en fait les spartakistes en Allemagne. Les spartakistes qui sortent de prison au moment de la fin de guerre, en novembre 1918. Alors ces spartakistes, ils vont décider de cette fois couper les ponts officiellement avec leurs anciens frères du SPD qui les ont trahis. Ils créent donc en novembre 1918 un nouveau parti, le KPD, Kommunistische Partei Deutschland, Parti communiste allemand. C'est la scission entre les deux partis de gauche. Le SPD devient officiellement socialiste, légaliste, veut travailler pour qu'il y ait des lois sociales qui viennent en haut. Les communistes, eux, adoptent une méthode révolutionnaire et surtout, ils sont internationalistes. C'est-à-dire que les communistes ont pour objectif d'imposer une égalité totale, internationale dans tous les pays du monde. Ils vont donc travailler avec les bolcheviks russes au sein de ce qu'on appelle la Troisième Internationale, en russe Komintern. C'est une organisation qui regroupe tous les partis communistes, donc les bolcheviks en Russie, le KPD en Allemagne, pour travailler à l'expansion du communisme, ce qui sera l'un des objectifs, vous le savez, de l'URSS à partir de là. Les spartakistes vont profiter de la fin de la guerre pour essayer de créer une situation révolutionnaire en Allemagne et de prendre le pouvoir par la force. Et donc, entre novembre 1918 et février 1919, on a une lutte fratricide entre, d'une part, le KPD qui va essayer d'armer ses partisans, notamment des ouvriers, etc., en récupérant des armes où ils peuvent, en créant des comités insurrectionnels un peu partout dans le pays. Et le SPD qui, lui, s'est retrouvé à la tête du gouvernement. Effectivement, au moment de l'abdication de Guillaume II, le 9 novembre 1918, il se trouve que les socialistes étaient plus nombreux au gouvernement que les membres des autres partis. Et donc, dans la panique, on a nommé un socialiste chef du gouvernement provisoire, un certain Friedrich Ebert, qui deviendra d'ailleurs premier président de la future République démocratique allemande, qui est créée quelques mois plus tard, en 1919. Ce Friedrich Ebert se retrouve à devoir gérer cette volonté d'insurrection communiste, et donc avec les forces légales de l'État, avec la police, avec l'armée, il va essayer d'empêcher les communistes de prendre le pouvoir par la force lui aussi, et donc ça va être extrêmement violent. Les luttes se culminent dans la semaine sanglante de janvier 1919 où plusieurs centaines d'Allemands, notamment à Berlin, sont assassinés par un camp ou par l'autre. Et finalement, c'est une victoire du SPD. Les communistes sont obligés d'arrêter l'insurrection. Leur dirigeant, notamment Rosa Luxembourg, est assassinée. Elle a été balancée dans un fleuve à Berlin. Ses bourreaux ont été retrouvés et ont été graciés. Voilà. Et donc en février 1919, très officiellement, est créée une république démocratique en Allemagne, ce qu'on appelle la République de Weimar. Alors cette République de Weimar, qui dure jusqu'en 1933, c'est-à-dire la prise de pouvoir d'Hitler, est un moment démocratique important. Et au départ, elle est dirigée par les socialistes, au moins jusqu'en 1920, des socialistes du gouvernement provisoire, qui vont décider du coup, étant donné leur position, de faire une deuxième vague de législation sociale, c'est-à-dire d'imposer ce qu'ils veulent depuis des années, d'imposer des lois favorables aux ouvriers. Et donc en 1918-1920, on a un ensemble de lois favorables aux ouvriers qui sont extrêmement importantes. Je vous renvoie au cours pour que vous voyez ça.
Dans les années 20, cependant, à partir de 1920, il y a des élections démocratiques en Allemagne. C'est des élections à la proportionnelle, qui fait que jamais les socialistes n'arrivent à être tout seuls au gouvernement. Ils sont toujours obligés de faire une coalition, c'est-à-dire de s'allier avec d'autres partis. Jamais avec les communistes, qui deviennent une force importante quand même, autour de 15%. Les socialistes eux-mêmes sont autour de 30%, enfin entre 25 et 30%. Et puis il y a des partis de droite ou de centre, avec lesquels les socialistes s'allient plus ou moins. Donc dans les années 20, finalement, il y a peu de progrès de la législation sociale. Surtout, le discours des socialistes est sans cesse contrecarré par ceux qui sont devenus leurs meilleurs ennemis, leurs frères ennemis, j'ai envie de vous dire, les communistes, qui ont pour premier objectif de faire disparaître les socialistes. C'est le but. Les communistes veulent se débarrasser des socialistes. Ils ont encore en tête la traîtrise, selon eux, de la Première Guerre mondiale. De leur côté, les socialistes considèrent que les communistes sont des ennemis intérieurs, puisque les communistes étant en lien avec les bolcheviks russes, en vérité, les communistes deviennent très vite en Allemagne, c'est le cas aussi en France par exemple, des sortes d'agents infiltrés de l'URSS. Et donc, pour le SPD, les membres du KPD, donc du Parti communiste, sont de faux Allemands. Cette lutte fratricide empêche les deux partis de gauche de voir l'émergence d'un parti national socialiste. Malgré le terme de socialiste, en fait, c'est un parti d'extrême droite qui déteste les partis de gauche et qui veut tout contrôler. C'est le parti, bien sûr, d'Hitler, le NSDAP ou parti nazi, qui émerge surtout à partir de 1928 sur la scène allemande et qui est favorisé par le krach boursier de 1929, qui touche l'Allemagne, comme tous les autres pays du monde. Vous savez, le krach boursier est venu des États-Unis. L'Allemagne est un des pays les plus touchés, pour plein de raisons. Voilà. Et en 1933, Hitler est élu, gagne les élections de 1932. Le président allemand le nomme chancelier. Et donc, à partir du 30 janvier 1933, Hitler va progressivement avancer ses pions dans un seul but, faire disparaître les autres partis. Alors, le premier parti qu'il va faire disparaître, c'est justement le Parti communiste, qu'il déteste. Il hait profondément les communistes, c'est l'idéologie adverse pour lui. Il veut d'ailleurs détruire l'URSS. Et donc, Hitler va réussir son grand coup par une immense action, une action extrêmement habile. Le 27-28 février 1933, dans la nuit, le Reichstag est incendié. Ce qui était le symbole de la démocratie allemande, puisque en fait, au moment de la République de Weimar, le Reichstag, où il y avait Bundestag, Reichstag était devenu l'endroit de la démocratie, puisqu'il y avait des députés élus démocratiquement dedans, plus comme au temps de l'empereur avant. Donc, ce Reichstag est incendié. Immédiatement, Hitler accuse les communistes. Alors ça peut paraître logique à tout le monde parce que, si vous voulez, les communistes faisaient tellement voilà, il y avait eu la semaine sanglante 10 ans avant et puis ils agitaient le pays vraiment. Donc le Parti communiste est interdit, ses dirigeants sont pourchassés et mis en prison. Ils inaugurent d'ailleurs le tout premier camp de concentration qui ouvre dans le sud de l'Allemagne, à Dachau, en Bavière, en mai 1933. En vérité, bien sûr, c'était Hitler lui-même qui avait fait incendier le Reichstag. Donc il se débarrasse du symbole de la démocratie de la République de Weimar, du KPD. Immédiatement, les autres partis vont protester, sauf le parti nazi évidemment, et ce qui va permettre à Hitler en juin, puis en juillet 1933, d'interdire progressivement tous les autres partis, de sorte à ce qu'en quelques mois, le parti nazi devienne un parti unique. Tout le monde est envoyé en camp de concentration, ça va être super. Cet autoritarisme va s'accentuer et l'État va devenir bien sûr totalitaire. En 1934, Hitler va aussi faire disparaître les syndicats libres en créant un syndicat unique, le DAF, Deutsche Arbeitsfront, Front allemand du travail, un syndicat qui a pour but d'encadrer les ouvriers en leur faisant croire qu'on peut leur donner des droits et défendre leurs droits. En vérité, c'est un outil qui permet à Hitler de contrôler les ouvriers. Dans chaque usine ou dans chaque mine ou dans chaque lieu de travail, les syndicalistes sont en fait nommés par le parti nazi et ont pour but d'observer leurs camarades au travail, de faire remonter à la hiérarchie s'il y a des déviances, pour envoyer les déviants dans les camps évidemment, et puis tous les autres doivent travailler pour les nazis. Donc en quelques mois, si vous voulez, une chape de plomb s'abat sur l'Allemagne, il n'y a plus aucune liberté d'expression politique ou syndicale. Les partis de gauche vont complètement disparaître. Alors quand même, quelques dirigeants du SPD et du KPD réussissent à s'enfuir avant que cette chape de plomb ne tombe sur l'Allemagne et que le Troisième Reich, donc ce nouveau régime créé par Hitler à partir de 1933, n'impose la fin de la démocratie totale. Quelques membres du SPD réussissent à s'enfuir à Londres, où ils vont mener une sorte de propagande par la radio et puis par des tracts balancés en Allemagne.
mais qui n'aura pas un gros impact, tandis que les membres du KPD qui réussissent à s'enfuient, eux, bien sûr, vers Moscou. Ces deux groupes seront ensuite essentiels lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la défaite d'Hitler. En attendant, entre 1934-35 et 1945, on a pratiquement une éradication des idées de Marx en Allemagne, la patrie qui pourtant les avait fait naître. En 1945, tout ça changera de nouveau, ce que nous verrons la semaine prochaine.